Retour de Matin Info sur Média TV. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité de la rédaction avec Oumar Baldé. Bonjour Oumar. Bonjour Zineb. Alors ce matin, nous évoquons la question palestinienne d'un autre angle. L'accession de Joe Biden à la Maison-Blanche et l'éviction de Donald Trump devraient insuffler une nouvelle dynamique sur le terrain des relations au Moyen-Orient et surtout en Palestine. Surtout en Palestine, on s'attend à une nouvelle donne. Mais est-ce que les Palestiniens s'attendent à des changements? C'est ce qu'on va voir avec notre invité du jour. Très bon entretien. Merci beaucoup. Et c'est parti, l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Média TV. Pour les Palestiniens, Donald Trump et son administration auront certainement été les pires interlocuteurs à Washington. Qu'en sera-t-il de l'équipe de Joe Biden? En Palestine, cette question se pose sur toutes les lèvres. Pour les uns, pas de grands changements en vue, alors que pour les autres, non, on s'attend tout de même à quelques améliorations. Qu'en pense la jeunesse palestinienne? Inès Abderrazak, elle est directrice du plaidoyer à l'Institut palestinien de diplomatie publique, une ONG basée à Ramallah. Inès est avec nous en direct et nous aidera à mieux comprendre. Bonjour Inès Abderrazak. Bonjour. Alors, tout d'abord, ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Que retenez-vous tout d'abord des années Trump? En fait, ce qu'a fait l'administration de Donald Trump ces 4 dernières années, ça a été vraiment un assaut contre les droits des Palestiniens, mais un assaut en fait qui n'a fait que révéler et que accélérer des tendances qui étaient déjà présentes sur le terrain et politiquement. Que ce soit le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, arrêter les financements pour l'autorité palestinienne et l'aide au développement, mais aussi la validation de la colonisation, l'accélération de la normalisation du régime israélien auprès d'autres États à des fins de commerce des armes et de commerce technologique, et la validation aussi, finalement, encore une fois, de la légalité des colonies en territoire occupé. Tout cela finalement, était déjà une tendance qui était présente. La normalisation du régime israélien d'apartheid et d'occupation permanente était déjà finalement validée et normalisée de facto, mais il y avait une certaine retenue. Trump a complètement cassé ces barrières et cette retenue, et donc finalement a accéléré la colonisation et a permis aux Israéliens d'accélérer finalement la dépossession des Palestiniens et la violation des droits. Alors, je pense que c'est un bilan quand même très clair. Maintenant, qu'attendez-vous de Joe Biden et de son administration? Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir de grands espoirs dans une nouvelle administration américaine. Encore une fois, il faut voir que les Palestiniens ne seront pas libérés par les Américains. Ils ne seront pas libérés par les Européens. C'est aussi aux Palestiniens de pouvoir prendre leurs responsabilités politiquement et de renouveler un mouvement national de libération. En ce qui concerne les États-Unis, comme vous pouvez le constater, cela fait déjà plus de 30 ans qu'un soi-disant processus de paix est finalement plus ou moins au point mort, que le processus de paix enclenché à Madrid puis à Oslo et qui a débouché sur les accords d'Oslo n'a finalement fait que renforcer et consolider la colonisation israélienne, la fragmentation sociale, géographique des Palestiniens, et aussi, encore une fois, la violation des droits de l'homme et la violation du droit international sans aucune conséquence pour Israël. Et donc ce processus de paix, finalement, qui aujourd'hui est complètement au point mort, voire inexistant, reste le cadre par lequel les États-Unis veulent reprendre les relations, de même que l'OLP et l'autorité palestinienne. Malheureusement, que ce soit suite à Clinton et puis sous Bush ou Obama, ce format-là en fait politique,
ce cadre politique ne fonctionne pas puisque Israël n'a aucun intérêt à négocier. Israël aujourd'hui contrôle finalement tout le territoire, Israël et les territoires palestiniens et les 14 millions de personnes qui y habitent. Et donc finalement, l'administration de Joe Biden, au mieux, on reviendra finalement à une ère Obama qui n'avait finalement pas fait beaucoup avancer le statu quo, comme on dit, et au pire ne fera que reculer que les quelques pires les mesures prises par Donald Trump, comme par exemple, on peut l'espérer, le financement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ou encore la non-reconnaissance des colonies et de rappeler que les colonies sont illégales. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir des espoirs démesurés. Alors, pas trop d'espoir, mais est-ce que quand même il y a un petit espoir concernant le statut d'Al-Quds? On a vu ce qu'a fait l'administration Trump. Pensez-vous que Joe Biden et son administration feront un pas en arrière sur la question d'Al-Quds? Alors, sur la question de Jérusalem, il faut savoir que, encore une fois, Joe Biden pourrait reculer et c'est-à-dire renverser les mesures prises par Donald Trump. Bureaucratiquement et administrativement, cela demanderait un petit peu d'effort, et politiquement également. Donc, il n'est pas très clair qu'ils vont déplacer de nouveau l'ambassade qu'ils ont placée à Jérusalem-Ouest, ni la reconnaissance de Jérusalem dans son ensemble comme la capitale d'Israël. Le geste que les Palestiniens, que le leadership palestinien attend et qui pourrait éventuellement être fait, c'est de réouvrir une antenne diplomatique auprès des Palestiniens à Jérusalem-Est. Voilà, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils reculeraient sur la reconnaissance de tout Jérusalem comme la capitale d'Israël et non, comme c'est le cas pour le droit international, Jérusalem-Est pour les Palestiniens et Jérusalem-Ouest pour les Israéliens. Donc rien n'est moins sûr et Joe Biden a donné des signaux qu'il ne ferait pas de ce dossier une grande priorité. Donc, pas de reconnaissance attendue de Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, ni de recul. Mais qu'en sera-t-il enfin de la reconnaissance de la solution des deux États, de sa concrétisation? Pensez-vous qu'il y a espoir à ce niveau-là? Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui clairement une distance et un fossé énorme entre le discours politique sur, encore une fois, le processus de paix et la solution à deux États et la réalité sur le terrain. Il faut savoir aujourd'hui que quand on regarde le territoire, encore une fois, qui compose Israël et les territoires occupés de la rivière Méditerranée de la mer Méditerranée jusqu'à la rivière du Jourdain, de fait, c'est finalement un régime israélien qui contrôle les 14 millions de personnes et on a des droits selon si on est juif israélien, on a des droits et on est libre, et si on est palestinien, on a des droits différenciés, on a ces droits violés et on n'est pas libre. Qu'on soit à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie, on a des papiers différents, on a des restrictions, on est sous loi militaire. Les citoyens palestiniens d'Israël sont des citoyens de seconde zone et ont moins de droits que les citoyens israéliens juifs. Et donc tout cela finalement fait que géographiquement le territoire est extrêmement fragmenté et tout ça est contrôlé finalement par les Israéliens, les infrastructures en Cisjordanie, les routes, les colonies, tout cela morcelle le territoire et tout cela est très imbriqué et interdépendant. Donc lorsqu'on regarde le paysage de fait en Israël et en Cisjordanie par exemple, et avec Gaza qui est extrêmement isolé, et que Israël, au fil du temps, a vraiment essayé de plus en plus isoler, avec un blocus terrible de 13 ans, tout cela fait que la solution à deux États semble complètement chimérique lorsqu'on regarde la réalité, malheureusement, d'un apartheid, finalement, qui existe clairement en Israël et dans les territoires occupés. Donc, je pense que de parler de solution à deux États, c'est malheureusement répéter des mantras et un petit peu une rhétorique vide de sens. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux qui seraient d'essayer de comprendre quel type de voie politique
pourrait amener le droit à l'autodétermination des Palestiniens, les droits humains et le respect du droit international. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. On s'est basé sur les solutions et le processus, plutôt que de se poser la question de quels seraient les paramètres, finalement, et les conditions fondamentales. Et les Israéliens ont fait, et avec l'aide de Donald Trump ces dernières années, ont vraiment travaillé à détruire tous ces paramètres. Et d'ailleurs, avec la normalisation avec les États du Golfe, ça a fini de même casser cette proposition de paix arabe qui, justement, était basée autour des paramètres fondamentaux, c'est-à-dire, encore une fois, les paramètres pour Jérusalem, le droit au retour des réfugiés et bien sûr, le droit à l'autodétermination des Palestiniens dans un État. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir penser et pouvoir être ouvert à des alternatives à la séparation qui a été actée finalement en 1947, puis acceptée par les Palestiniens en 1988. Il faudra commencer à réfléchir à des alternatives et de plus en plus de jeunes, en fait, ne se disent pas un État, deux États. Pour eux, ils veulent des droits et de la dignité. Et si cela doit se faire dans un État, alors ça se fera dans un État. Justement, parlons du rôle des Palestiniens eux-mêmes, mais surtout de la jeunesse palestinienne. Vous, en tant que membre de cette jeunesse palestinienne, comment voyez-vous le rôle de cette jeunesse et selon vous, sur quel levier il faut peser aujourd'hui pour amener à un développement favorable enfin à la partie palestinienne? Je pense que justement, on l'a vu avec le balai diplomatique du processus de paix qui n'avancera jamais, et l'administration Trump et les Européens qui continuent à condamner et à avoir des positions de principe sans, encore une fois, mettre Israël face à ses responsabilités auprès du droit international et des droits humains. Les Palestiniens, de plus en plus, se disent qu'ils doivent compter que sur eux-mêmes. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que le leadership palestinien et l'establishment n'a pas été élu, est clairement là depuis des décennies. Et donc, les Palestiniens et surtout la jeunesse ne se sentent plus vraiment représentés, ne se reconnaissent plus vraiment dans les instances dirigeantes de l'OLP et surtout de l'autorité palestinienne. Et donc, il faut un renouveau démocratique. Malheureusement, la démocratie est un concept très difficile à mettre en œuvre sous occupation. Donc la jeunesse est à la fois désillusionnée et désabusée des dirigeants palestiniens, mais à la fois ils sont complètement contrôlés, il faut savoir, par un régime militaire et de répression israélien également. Il faut savoir que quand on est militant, activiste en Palestine, on peut très facilement aller en prison, être torturé. C'est le cas de, par exemple, Maïs Abou-Roche qui vient d'être libérée. C'est une étudiante qui était finalement active un petit peu politiquement et elle a été emprisonnée pendant des mois et torturée par les Israéliens. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour la jeunesse de voir, je pense, un horizon politique parce que l'espace politique est très limité, l'espace pour s'exprimer et pour s'organiser est très limité. Et ce qu'annonce finalement le leadership, c'est l'organisation d'élections. Malheureusement, si demain il y a des élections de l'autorité palestinienne, il faut savoir que ça ne représente pas tous les Palestiniens. Tous les Palestiniens, les réfugiés, les gens de la diaspora ne pourraient pas participer à ces élections. Et les élections en elles-mêmes ne donneraient pas un renouveau démocratique directement. Il n'y a pas aujourd'hui de candidats ou de forces, il n'y a pas de nouveaux partis. Tout est très compliqué à mettre en œuvre. Créer un nouveau parti aujourd'hui est très compliqué. Donc finalement, aujourd'hui, la jeunesse se tourne soit vers l'apathie et donc l'absence d'activité politique, soit vers, je pense, un renouveau de la résilience qu'on appelle soumoud en arabe, c'est-à-dire la résistance et la résilience en même temps sur le terrain, avec un renouveau d'activités communautaires, de coopératives et de projets où les jeunes essayent de maintenir le tissu social, culturel et identitaire palestinien pour résister en tout cas à l'assaut de la colonisation israélienne.
Alors, Inès Abdelrazak, il y a aujourd'hui les tensions, les fractures entre Palestiniens qui ne desservent pas du tout votre cause, la cause palestinienne, j'entends. Quelle est votre position sur une éventuelle réconciliation entre le Hamas et le Fatah et les différentes factions palestiniennes, notamment dans la bande de Gaza? Je pense aujourd'hui que les grandes factions ont un intérêt à montrer qu'ils veulent se réconcilier. Je ne suis pas sûre qu'ils aient un grand intérêt à ce que ces réconciliations aboutissent. Tant le Fatah en Cisjordanie que le Hamas à Gaza ont peur de perdre une partie de leur pouvoir, c'est très clair. Et ils voient bien aujourd'hui que justement une administration Biden et la reprise du dialogue avec les États-Unis, en tout cas pour l'autorité palestinienne en Cisjordanie, c'est une porte de sortie aussi vers ce qui était finalement inéluctable, c'est-à-dire l'organisation d'élections conjointes dont le leadership actuel a très peur. Donc je pense que les grandes factions aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, ne représentent pas forcément la majorité des Palestiniens, mais ils contrôlent. Et donc ils sont sous contrôle et ils ne veulent pas perdre ce contrôle. Et donc je suis assez, en tout cas moi en tant qu'observatrice et analyste, pessimiste de l'aboutissement d'une quelconque réconciliation. Je pense qu'il y a bien sûr des liens. Hein. Il y a des liens. Finalement, nous sommes tous palestiniens et il ne faut pas croire que le Hamas et le Fatah ne se parlent pas, mais ils se gardent bien de garder le contrôle de chacun des territoires. Malheureusement, cela dessert complètement, en effet, je pense, le renouvellement d'un mouvement national, le renouvellement de ce que pourrait être la transformation de l'OLP et un renouveau de l'OLP qui reste l'organisation qui doit représenter les Palestiniens, dans lequel n'est pas le Hamas n'est pas, qui n'a encore une fois qui n'a pas eu d'élection depuis des décennies. Donc je suis assez pessimiste sur ce paysage et je pense que c'est encore une fois à la jeunesse d'essayer de s'organiser, mais dans des conditions et des obstacles extrêmement difficiles, surtout à l'intérieur de la Palestine. Donc le rôle de la diaspora est aussi très important. Justement, j'allais en venir à ce rôle de la diaspora, mais aussi de plaidoyer en dehors des territoires palestiniens. Sur le plan diplomatique, j'entends peut-être une diplomatie parallèle, mais une diplomatie portée par la jeunesse. Très rapidement, selon vous, comment la jeunesse palestinienne peut contribuer à faire porter la voix de la Palestine au-delà ou au milieu ou dans les cercles diplomatiques internationaux pour une meilleure prise en compte de ce dossier-là aujourd'hui, qu'on sent éclipsé par les différents développements dans la région du Proche et du Moyen-Orient? Oui. Alors, il y a plusieurs volets à cela. Très je pense qu'encore une fois, il s'agit de comprendre la réalité sur le terrain comme une réalité d'apartheid et mettre Israël face à ses responsabilités par rapport au droit international. Donc sans action et sans responsabilisation et sans confrontation avec Israël, les choses n'avanceront pas. Et c'est ça que peuvent faire les Européens, les pays arabes et les États-Unis. Et c'est notre rôle à nous de le montrer. Et donc de montrer que la réalité sur le terrain, c'est un apartheid et qu'on doit lutter contre la colonisation et l'apartheid. Donc montrer qu'il s'agit d'un apartheid contre lequel il faut lutter. Merci beaucoup Inès Abdelrazak. Je rappelle que vous êtes la directrice du plaidoyer à l'Institut palestinien de diplomatie publique, une ONG basée donc à Ramallah, d'où vous étiez en direct avec nous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à vous, merci à nos chers téléspectateurs et merci aussi à nos partenaires donc, de l'Institut du Moyen-Orient, donc l'Institut de la recherche Méditerranée et du Moyen-Orient, l'IREMO, qui est partenaire avec Median TV et grâce auquel on a pu réaliser cet entretien. Très bonne journée à vous et je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediantv.com. Très bonne suite de programme et très bonne journée.